Je viens ici pour présenter un livre que j'ai publié l'an dernier qui s'appelle « Tout ce qui tombe, visage du massacre de la Saint-Barthélemy » qui a été publié à la Découverte. Ça faisait longtemps que je travaillais sur les guerres de religion. Auparavant, j'avais travaillé sur la paix, sur comment est-ce qu'on fait la paix entre protestants et catholiques au temps des guerres de religion, comment après la guerre on vit avec son ancien ennemi. Et ce travail sur la paix que j'avais mené pour mon doctorat m'a conduit assez souvent à croiser des histoires de massacres, des histoires de Saint-Barthélemy, et que chaque fois je laissais de côté en disant moi c'est pas mon objet, voilà, mon objet c'est la paix, c'est pas la violence. Et voilà. Et dans un deuxième temps, et peut-être aussi parce que j'ai vieilli, et la Saint-Barthélemy, c'est pas un sujet qu'on peut aborder à mon avis quand on est un jeune historien, parce que c'est un sujet qui est très intimidant, où il y a une historiographie qui est énorme, une historiographie qui est magnifique. Je pense en particulier aux travaux de Denis Crouzet, qui a renouvelé complètement le champ ces 30 dernières années. Et quand on a un tel monument, quand on a un tel chef-d'œuvre devant soi, et qu'on a 20 ans, on ne peut pas travailler là-dessus. Alors j'ai d'abord fait ma thèse, j'ai d'abord fait mes preuves comme historien, et puis dans un second temps, j'ai osé m'attaquer à ce sujet. Alors la Saint-Barthélemy, c'est un sujet qui a été beaucoup traité dans l'historiographie. Il y a un siècle, Henri Hauser disait que la Saint-Barthélemy avait fait couler à peine moins d'encre que de sang, et c'est vrai qu'on peut se demander ce qu'on peut dire de nouveau. Moi, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est aborder le massacre par en bas. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait beaucoup traité la Saint-Barthélemy du côté du Louvre, du côté de la royauté, du côté des grands de ce monde. Aussi bien au niveau des coupables, c'est-à-dire qu'on s'est toujours intéressé à qui a commandité le massacre, qu'au niveau des victimes, les grandes victimes, Coligny, La Rochefoucauld. Je me suis dit, mais il y a quand même 10 000 morts dans ce massacre, dont 3 000 à Paris. Est-ce qu'il est possible de dire quelque chose de ces 3 000 anonymes? Donc j'ai voulu faire une histoire du massacre par le bas, depuis ces vies minuscules dont on ne parle jamais, les protestants lambda, pas les grands. Et la même chose du côté des tueurs. C'est-à-dire je ne me suis pas intéressé finalement à qui a donné l'ordre du massacre, mais qui vraiment, concrètement, a du sang sur les mains. Alors le livre, comme il est sorti il y a 1 an, il faut du temps pour que les spécialistes s'en emparent. Jusqu'à présent, les critiques sont plutôt bonnes. Là où la réception publique est étonnante, c'est du côté du grand public. C'est-à-dire que moi, je suis un universitaire, je suis habitué à vendre quelques centaines d'ouvrages dans des bibliothèques spécialisées. Et là, le livre a eu un écho beaucoup plus important que ce à quoi s'attend en général un ouvrage universitaire qui est construit sur des archives notariales de manière scientifique. Par exemple, il a été beaucoup lu par les lycéens qui m'ont attribué cette année le prix lycéen du livre d'histoire que je vais recevoir à Blois la semaine prochaine. Donc c'est un livre qui, peut-être pas dans le grand public, mais dans un public plus large, a reçu un écho assez favorable. Et je pense que c'est parce que j'ai choisi tout à la fois de maintenir une scientificité universitaire, mais de l'écrire de manière accessible à tout le monde. Donc d'alléger un petit peu le ton, mais aussi de me mettre en scène comme historien. Je parle de moi allant aux archives. Je tente de faire une mise en scène de l'historien comme enquêteur qui va aux archives, qui s'impatiente, qui se trompe de code, qui ne trouve pas ce qu'il veut, qui cherche, qui s'obstine. Et je pense que c'est finalement cette présence de l'historien dans son travail qui peut-être a séduit un petit peu plus que le public habituel. Je l'ai écrit en partie à la première personne, ce qui pour un historien est difficile, c'est un exercice auquel je me suis plié, mais c'est vrai que tout dans notre formation nous incite à ne pas le faire. Normalement, l'historien doit disparaître derrière son sujet et on évite de mettre un jeu. On trouve des périphrases, des formules pour ne pas exister comme auteur, puisqu'on doit avoir une objectivité, et évidemment c'est important, l'objectivité. Moi j'ai tenté de garder cette objectivité par mes méthodes, par les sources que je mobilise, par les notes de bas de page que je donne à lire au lecteur, et en même temps de ne pas minimiser ma subjectivité, et en essayant d'expliquer pourquoi un historien, dans la décennie 2020, un historien qui n'est pas protestant, un historien qui n'est pas croyant,
Qu'est-ce qui le pousse à enquêter sur ces vies minuscules broyées pour leur religion au XVIe siècle? Est-ce qu'il y a des raisons qui ne sont pas des raisons toujours scientifiques qui poussent à faire ce genre d'enquête? Alors malheureusement, les échos qu'on peut tisser entre le massacre de la Saint-Barthélemy et des massacres beaucoup plus contemporains sont nombreux, et mon livre est nourri de ces échos, c'est-à-dire que je me suis servi, pour vous donner un seul exemple, des travaux qui ont été écrits dernièrement par Hélène Dubin, qui est une spécialiste du génocide des Tutsis du Rwanda et qui a théorisé le concept de massacre de proximité, en partant de ce point que seuls des voisins, dans ce génocide, seuls des voisins étaient capables de reconnaître leurs voisins. Qui n'étaient pas marqués sur leur visage, qu'ils étaient Hutus ou qu'ils étaient Tutsis. À partir de cette lecture sur le génocide des Tutsis du Rwanda, je me suis dit, mais il y a quelque chose de similaire, sans être comparable complètement, mais il y a quelque chose de similaire dans le massacre de la Saint-Barthélemy, cette idée que seuls les voisins sont capables de reconnaître qui est protestant à Paris ou à Lyon ou à Toulouse à l'été 1572. Catherine de Médicis ne le sait pas, le roi ne le sait pas. On n'a pas un état civil qui serait bien renseigné, qui permettrait aux tueurs d'aller directement à l'adresse des protestants. Ceux qui savent qui est protestant à tel endroit, eh bien, ce sont les voisins. Ce sont des gens qui, au quotidien, vivent les uns avec les autres. Donc c'est ce genre d'écho que j'essaie de tisser entre ce massacre de 1572 et les grands massacres, les génocides qui ont malheureusement endeuillé le XXe siècle. Pas pour dire que c'est la même chose, hein, évidemment, c'est pas la même chose. Le massacre de la Saint-Barthélemy, c'est pas le génocide des Tutsis du Rwanda, c'est pas la Shoah. Mais dans cette mise à mort des proches, dans cette délation des proches par les voisins, on peut trouver des échos et on peut essayer de réfléchir à ce mécanisme qui pousse des gens qui, depuis des décennies, habitent les uns à côté des autres, pas nécessairement en bonne entente, mais qui habitent les uns à côté des autres, qui vont au marché ensemble, qui souvent travaillent ensemble, qui sont dans la même rue, parfois dans un même immeuble. Qu'est-ce qui pousse des voisins soudains à égorger ou à dénoncer leurs propres voisins? Un des motifs qui permet de tracer des parallèles entre les époques, c'est cette angoisse qui naît quand l'autre est à la fois différent, mais nous ressemble énormément. Une des grandes hantises que suscite le protestantisme chez les catholiques, c'est qu'ils sont indétectables. C'est-à-dire que voilà, n'importe qui pourrait être protestant. Votre voisin pourrait être protestant, ça ne se verrait pas. Votre femme pourrait être protestante, ça ne se verrait pas. Votre fils pourrait être protestant. Et c'est la présence parmi nous de cet ennemi, entre guillemets, invisible, qui suscite une immense angoisse. Eh bien, ce processus d'angoisse lié à l'invisibilité de l'ennemi, eh bien, on la retrouve par exemple dans le cas des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, pour une partie des nazis ou pour les antisémites, l'angoisse naît de l'invisibilité des Juifs, et d'où l'urgence de les démasquer, d'où l'urgence de faire apparaître ce qui, en temps normal, ne se voit pas. Donc on peut traiter ce genre de parallèle sans réduire les situations et dire qu'elles sont identiques, elles ne sont pas identiques, elles sont comparables. Je pense qu'on peut tout comparer quand on le fait de manière intelligente et quand on refuse de dire que c'est la même chose, mais qu'on essaie de comparer les situations. Et parfois, comparer les situations, c'est aussi pour dire qu'il y a des grandes différences entre certaines situations. Dans le cas de la Saint-Barthélemy, par exemple, on ne peut pas dire qu'il y a un État qui participe au massacre. Ce sont vraiment les bourgeois, les habitants qui tuent. Ce n'est pas la force de l'État, la décision de l'État, les agents de l'État, la bureaucratie qui participent au massacre. Donc vous voyez, comparer des génocides, comparer des massacres, comparer des types de violences, c'est pas pour dire que c'est la même chose, c'est pour parfois essayer de distinguer ceux qui dans un cas tuent et ceux qui dans l'autre ne tuent pas, sauvent, etc. L'histoire ne propose pas de remède, parce que l'histoire ne se répète pas, et les historiens ne peuvent pas donner de leçons, et l'histoire ne donne pas de leçons. En revanche, voilà, dire que c'est un exercice de vigilance, c'est-à-dire quand on travaille sur le massacre de la Saint-Barthélemy, quand, comme je le fais, on dit que les petits appels à la haine quotidiens
Les petites discriminations quotidiennes finissent un jour par un grand massacre. On ne dit pas, eh bien, il va y avoir un grand massacre en France dans 2 semaines, ou dans 2 ans, ou dans 20 ans. Les historiens sont des très mauvais prophètes. En revanche, je pense qu'on peut, sur ce point, dire qu'il y a un appel à la vigilance aujourd'hui dans la société, notamment française, du XXIe siècle.